Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de notre détective du transgénérationnel préféré, Hélène Micollet. Bonjour Hélène. Bonjour Daniel. Et nous sommes également en compagnie de Fanny, qui est conteuse. Bonjour Fanny. Bonjour, Daniel. Fanny. Bonjour, Hélène. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, dans cet échange, on va parler de transgénérationnel, de contes, de l'archétype. Et pour un petit peu plus facilement comprendre cette démarche, on va commencer par le conte avec toi, Fanny. Le conte qui s'appelle Les cils du loup, qui est un conte traditionnel japonais. Et je te laisse la parole pour ces prochaines minutes. À toi, Fanny. Nous t'écoutons avec attention et bonheur. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un village, un, un ferronnier qui vivait avec sa fille et puis sa nouvelle femme, parce qu'hélas, sa première femme était décédée à la naissance d'Akiko. Akiko était une jeune fille toujours gaie, toujours gentille, toujours prête à aider, à travailler, et elle adorait son père. Elle aimait beaucoup, beaucoup son père. Son père s'était dépêché à la mort de sa femme, sa première femme, pour choisir une épouse. Et hélas, trois fois hélas, cette épouse était ce qu'on appelle souvent dans les contes une marâtre. Elle détestait Akiko. Et tout ce qu'elle cherchait à savoir, c'était surtout ne rien faire, laisser Akiko travailler à sa place. Et puis, et puis le soir, quand elle était dans le lit avec son mari, elle, elle n'arrêtait pas de dire du mal d'Akiko. Oh, Akiko, aujourd'hui, elle a été insupportable. Akiko. Alors, le lendemain matin, le mari grondait sa fille, mais Akiko ne se défendait jamais. Elle disait toujours oui, père, oui, père. Et puis elle partait, vaquer à ses occupations. Elle s'occupait de tout. Elle, surtout, ce qu'elle aimait, c'était parler avec les ouvriers, les apprentis, et aider son père dans son travail énorme, comme ferronnier. Les apprentis l'aimaient beaucoup. Elle leur donnait quelquefois une petite pièce, et elle chantait toute la journée pour mettre une atmosphère détendue dans la boutique. Mais hélas, le travail de sape de la marâtre faisait tout doucement son travail, enfin faisait tout doucement, écrasait complètement Akiko. Et un jour, au moment du mois de janvier, là, quand au Japon on fête la fête du bonheur, il faut bien que le dieu du bonheur vous aide à avoir de quoi manger, avoir des clients, avoir que tout se passe bien. Eh bien, il fallait faire des gâteaux avec du riz. Et la marâtre s'est mise en colère devant son mari, disant qu'Akiko avait utilisé de la farine de riz complètement pourrie et que les gâteaux étaient immangeables et que ce serait surtout une catastrophe pour la ferronnerie. Là, le père d'Akiko n'en pouvait plus. Il a dit à Akiko, va-t'en, prends ta veste et sors de la maison, je ne veux plus te voir. Akiko n'a rien compris. Elle aimait tellement son père, mais elle obéit et elle a quitté le village. Elle est partie. Quelle injustice, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Mon père m'a chassée. Akiko était désolée. Il faisait froid, on était au mois de janvier et elle ne savait pas quoi faire. Elle commençait à avoir faim, à avoir froid. Elle m'a dit, je ne peux plus vivre avec les hommes. C'est trop juste injuste, c'est trop injuste ce qui m'arrive. C'est pas possible. Elle s'est dit, il n'y a qu'une seule solution. Je pars dans la forêt. Et là, je trouverai des loups qui me mangeront. Mais avant, elle a vu une petite lumière, une toute petite lumière,
il y avait une auberge sur le chemin de la forêt. Alors elle s'est arrêtée et elle a frappé à l'auberge. Et monsieur l'aubergiste, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Nous, les mendiants, on les aime pas. Va-t'en, dépêche-toi. J'ai faim, j'ai soif. Je ne veux rien te donner. Et si je vous donne ma belle veste bien épaisse, bien chaude, est-ce qu'en échange, vous me donnerez de quoi manger et un peu de thé bien chaud? Donne-moi ta veste. L'aubergiste a pris la veste, a claqué la porte et Akiko a attendu. Elle a attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et au bout de 3 heures, elle a toqué à la porte de l'aubergiste pour, pour lui parler. Mais la porte s'est ouverte. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne veux plus te voir. Mais je vous ai laissé ma veste et en échange, vous deviez me donner un peu de riz, un peu de thé bien chaud. Mais qu'est-ce que c'est que ce mensonge? Mais c'est pas vrai, ça, tu mens. Il a jeté un sac à la figure d'Akiko. Tous les clients de l'auberge riaient et se moquaient d'Akiko. Et clac, la porte s'est de nouveau fermée. Akiko avait froid, encore plus froid qu'avant sans sa veste. Elle avait faim, elle a fait froid. Elle dit, je ne veux plus vivre avec les hommes. C'est trop injuste. Tout le monde me ferme la porte et c'est pas possible. Je m'en vais dans la forêt et j'attends qu'un loup me mange. Comme ça, je serai débarrassée de tout ça. Akiko a marché, marché, longuement marché dans la forêt. Elle cherchait partout les loups, il n'y en avait pas. Elle n'en voyait pas. Alors elle s'est assise sur une petite, un petit buisson et elle a attendu. Et là, tout d'un coup, elle a vu. Elle a vu un loup violet avec des yeux rouges, tout rouges, qui la regardait et qui ouvrait sa gueule. Ouah, il avait des crocs terribles. Elle a eu peur, oh, pas longtemps, 30 secondes juste, et après elle s'est dit, dans le fond, il faut que je me débarrasse de tout cela. Alors, alors elle s'est laissée faire. Elle a attendu. Là, le loup, d'une toute petite voix, il avait fermé sa grande gueule. Il a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, jeune fille? Mais pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Quand Akiko a entendu cette voix aussi douce, aussi chaleureuse, elle a tout raconté, tout ce qui lui était arrivé, sa méchante marâtre qui, par respect, au Japon, on est très respectueux. Elle ne disait jamais rien quand elle se moquait et elle était méchante avec elle. Son père même, qu'elle adorait, qui l'avait chassée de la maison, l'aubergiste, qui avait pris sa veste et qui voulait pas lui donner ni à manger ni à boire en contrepartie. La vie est trop injuste pour moi. Je ne veux pas. Mangez-moi. Le loup l'a regardé, a fermé sa grande gueule et lui a dit, Akiko, c'est toi qui dois changer. Les autres, tu ne les changeras pas. Il faut absolument que tu aies moins confiance dans les autres. Il faut que tu comprennes qu'il y en a qui sont méchants, qui sont pas très clairs. Alors, moi, je vais t'aider, moi. Parce que moi, je trouve que tu es une belle jeune fille et qui a beaucoup de valeur. Il s'est arraché 2 cils qui étaient au-dessus de ses yeux rouges qui avaient fait tellement peur à Akiko. Il lui a montré, il lui a dit Akiko, regarde, tu vois,
tu vas mettre ces deux cils devant tes yeux quand tu retourneras à la ville et que tu verras quelqu'un. Et avec ces cils, tu verras la véritable personne qu'il y a derrière. Akiko a remercié le loup et avait complètement oublié qu'elle avait faim, qu'elle avait soif. C'était pas important. Elle était tellement rassurée. Elle était tellement bien avec lui. Elle l'a quitté avec un peu de tristesse et puis elle a marché. Marché. Le jour s'est levé. Elle est arrivée à un croisement. Là, il y avait plein de monde. Il y avait une femme qui était habillée avec un grand bel, une coiffure superbe, comme on voit au Japon, un kimono de toutes les couleurs, avec la ceinture entièrement brodée. Elle avait à sa main droite un petit garçon et à gauche une ribambelle de servantes. Alors, elle a fait ce que le loup lui avait dit. Elle a mis ses deux cils, les deux cils, devant ses yeux. Un, deux. Et là, elle a vu que la belle, celle qu'elle avait déjà dans sa tête, nommée une princesse japonaise, eh bien, eh bien, elle avait une tête de poule. Oui, de poule. Et le petit garçon aussi, il avait une tête de souris. Et puis les servantes, on aurait cru des rats. Ah, elle est allée à gauche, un peu plus loin. Et là, il y avait un monsieur qui était habillé, oh, tout en kimono noir. Il avait une petite sacoche toute jolie. Il s'est dit, lui au moins, il doit être sérieux. Elle a recommencé, elle a mis un cil à droite, un cil à gauche, et là, là, elle a vu la tête du monsieur sérieux. C'était un cochon, un porc. Alors elle s'est dépêchée de quitter ce croisement et elle a recommencé un peu plus loin, là où il y avait des magasins, des gens qui vendaient de la nourriture. Et juste devant, un petit magasin tout petit avec des tas de, de sacs, elle a vu un charbonnier. Un charbonnier qui, lui, était dégoûtant, il était sale. Mais il avait un gros sac de charbon sur son dos. Alors, elle s'est cachée derrière un grand sac et elle a mis à droite le cil, à gauche l'autre. La tête n'a pas changé, c'était toujours le même. Alors elle s'est dit, ça y est, j'ai trouvé. Merci le loup, merci. Et là, elle s'est cachée de nouveau. Nouveau, elle a attendu que le charbonnier s'achète un peu de riz, un peu de thé, et puis laisse son charbon et elle l'a suivi. Elle l'a suivi pendant longtemps, tout en essayant de se cacher. Elle a retrouvé la forêt et à un moment, elle a vu comme une fumée dans la forêt et elle s'est dit, ça y est, on doit être arrivé. Il y avait une grosse meule qui fumait et une toute petite cabane à côté. Alors, curieuse comme elle était, elle a ouvert la porte de la cabane. Le charbonnier avait disparu, s'était caché. Et là, elle a attendu un petit moment. Bon, il n'y avait pas grand-chose dans cette cabane, mais elle ne bougeait pas. Tout d'un coup, le charbonnier a poussé la porte et a dit, fantôme, va-t'en, je ne veux pas de fantôme dans ma cabane. Non. Et là, d'une toute petite voix, Akiko s'est penchée comme font les Japonais quand ils disent bonjour, avec les deux mains l'une contre l'autre, et lui a dit, ah, s'il te plaît, écoute-moi, je ne suis pas un fantôme. Et elle a de nouveau, comme avec le loup, raconté son histoire.
son histoire de trahison, d'injustice, et son cœur était gros. Le charbonnier a compris, mais elle lui a demandé de rester auprès de lui. Le charbonnier a dit, mais j'ai rien à te donner en échange. Je suis pauvre, j'ai juste le charbon, je travaille tout le temps. T'inquiète pas, a dit Akiko. Ce que je veux, c'est rester dans ta cabane. Je ne veux plus parler à ces hommes. Elle avait les pieds dégoûtants, pleins de poussière. Vous savez, ces petites chaussures qu'ont les Japonais, c'est pas très facile dans la poussière. Elle a demandé s'il n'y avait pas un endroit où elle aurait pu se laver les pieds avant de rester dans la cabane et de d'amener plein de saleté. Le charbonnier lui a expliqué, lui a indiqué une source. Il y avait comme une petite rivière et puis un bambou, il y avait de l'eau qui coulait et dessous une mare. Alors s'est approchée de la mare et puis elle a vu dans la mare des cailloux qui brillaient. Alors elle en a pris un, deux, elle les a sortis de l'eau et les cailloux brillaient tout autant. Elle était heureuse. Elle avait compris que c'était des pierres précieuses. Elle a pris de l'eau au bout du bambou qui coulait. Elle a mis sa main, ses deux mains, et puis elle a commencé à boire. C'était du saké, c'était pas de l'eau. Alors, elle est rentrée dans la cabane, retrouver le charbonnier, il lui a dit, mais tu as vu la richesse que tu as à côté de ta cabane? Une richesse, pff, j'ai des pierres là, on peut en mettre dans la cabane si tu veux. Comme ça, on décorera l'intérieur. Non, 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 a-t-elle dit. Tu viens, on va à la ville, on va vendre tout cet or, toutes ces pierres précieuses, et en échange, on va faire venir des ouvriers et du matériel pour construire une auberge. C'est ce qu'ils ont fait tous les deux. Une auberge ils l'ont appelée la Meule éteinte, parce que là, le charbonnier devenu aubergiste et Akiko recevait tout le monde qui venait. Et plus ça allait, plus il y avait du monde dans cette auberge, parce qu'Akiko recevait tellement bien les gens que on avait compris. Et le saké était tellement bien bon que les gens revenaient, bien sûr, s'asseoir aux grandes tables qu'on avait installées pour eux. Même le gouverneur avait testé tellement on parlait de cette auberge. Il était venu et depuis il ne buvait que de ce saké, aucun autre. Un jour est arrivé dans l'aubergiste un mendiant. Ils étaient plusieurs ensemble. S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que on peut manger? On n'a pas d'argent, mais on a faim. Alors, Akiko les a installés au bout de la table. Dans le coin, ils étaient tranquilles et ils ont mangé, ils ont bu. Et quand il y en a l'un, des deux, des trois ou quatre, je sais plus combien il y en avait, peu importe, et son visage, la poussière s'est enlevée. Il s'essuyait avec sa serviette, il se lavait comme se lavent les Japonais tout le temps. Et là, elle a reconnu le mendiant. C'était son père. Elle s'est approchée de lui et elle l'a embrassé. Tu me pardonnes, a demandé son père. Oui, je te pardonne. Et elle a raconté toute son histoire, et son père a raconté toute la sienne, comme quoi la ferronnerie, depuis qu'elle était partie, avait périclité. La marâtre n'avait rien fait, comme d'habitude, et elle en était morte. Et lui, il ne pouvait même plus faire, battre de le faire, il ne pouvait plus rien faire sans elle. Alors, il a pris la route. Il était tellement heureux de la retrouver que l'histoire raconte que quand Akiko et le charbonnier ont eu des enfants, c'est lui qui racontait l'histoire d'Akiko et mon histoire est finie. Moi, j'ai toujours l'habitude quand je raconte dans les maisons de retraite, à la fin, je dis toujours
aux résidents qui sont toujours un peu tristes quand ça se termine. Comment c'est déjà fini? Et qui sont tristes de se retrouver tout seuls dans leur chambre. J'aurais dit, écoutez, je vais vous faire une petite musique qui vous restera dans la tête. Et cette musique, vous la retrouverez et vous serez content. Elle sera dans votre tête quand vous y serez. Merci infiniment, Fanny, pour ce très beau conte, pour cette approche personnelle en tant que professionnelle de la narration. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir apporter une traduction transgénérationnelle. C'est pour ça que tu es là, Hélène, également. Transgénérationnelle du conte, de l'archétype du conte. Là, on a vu dans ce conte, il y a beaucoup de choses qui se jouent, beaucoup de choses qui s'opèrent entre les individus, mais également dans la manière dont on peut regarder ou ne pas voir les gens tels qu'ils sont. Et ça, pour ça, Hélène, tu vas nous apporter ton regard à toi en tant que détective du transgénérationnel. Mais là, c'est le coup du transgénérationnel du conte. Mais je répète, on touche tout de même des archétypes et des Oui, fondamentaux d'éducation. oui, 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 tout à fait. Il y a beaucoup de choses dans ce conte qu'on va retrouver dans nos clans, hein, dans nos familles, des personnes, des personnages. Il y a des thèmes qui sont très parlants. Déjà, toutes les blessures d'injustice, de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, hein. Donc, on va retrouver ça. En fait, le rayonnement d'une personne dans le clan, ça va rejaillir sur son entourage. Et je vais désactiver, voilà. Et cette lumière que certaines personnes apportent dans le clan euh, peut gêner, peut faire de l'ombre. Là, on le voit, la marâtre, elle est encombrée de cette belle fille où elle n'arrive pas à avoir l'ascendant puisque la petite Akiko ne dit rien justement pour pas envenimer les choses. Et en fait, on transmet, on rayonne une énergie qui, dans certaines familles, peut gêner, peut encombrer. Alors, l'histoire de Akiko et de la marâtre, on le retrouve beaucoup aussi dans nos clans parce qu'il y a souvent des remariages, des divorces, des veuvages qui font qu'il y a eu des recompositions de familles et les enfants d'un premier lit, d'un deuxième lit, etc., font que on va se retrouver dans un peu la configuration d'Akiko et de la marâtre. Alors, on parle de la marâtre, mais ça peut être aussi un parâtre, un beau-père hein, qui est aussi en difficulté avec les enfants. Mais voilà, ça rejoint cet archétype-là d'accepter l'histoire de l'autre avec les enfants qui vont avec. Et voilà, alors ça, c'est une première chose qui tout de suite m'est venue. Euh, il peut y avoir aussi dans pas mal de clans, et d'ailleurs les personnes qui viennent me voir en consulte ou dans les ateliers, souvent euh, elles idéalisent des personnes, le père, le grand-père, l'oncle, la tante, la grand-mère. L'idéalisation, alors ça c'est quelque chose à vraiment travailler, on l'a tous hein, plus ou moins. Il n'y a aucune personne qui est en haut et aucune personne qui est très bas. Voilà. L'idée de ce travail transgénérationnel, c'est d'équilibrer. Voilà. Et tant qu'on va idéaliser certaines personnes, on va pas voir et on va pas être lucide. On va pas voir sur ce qu'ils sont réellement, hein, ces gens-là. Et ça va aider à les masquer. Cette idéalisation va masquer leur personnalité, leur caractère, leurs défauts et puis leur vraie attitude par rapport à nous. Il n'y a plus de relation authentique tant qu'il y a cette idéalisation. Alors,
Je dis souvent, hein, les héros dans le clan, c'est ceux qu'il faut rechercher d'abord, parce les héros, les héroïnes, hein, parce qu'en fait, à la base, c'est des humains qui ont fait ce qu'ils ont pu pour se sortir de certaines difficultés. Et je pense que dans des situations dramatiques, on a tous des ressources, on a un potentiel énorme, mais quelquefois insoupçonné. Et ce côté-là est intéressant de voir que, en fait, l'idéalisation peut nous empêcher de voir et de nous réaliser réellement. Dans ce conte, on voit également la dissociation dans les rôles masculins, féminins, la place de la femme, la place de l'homme. Et il y a toute une harmonisation peut-être dans cette disharmonie à prendre le temps d'observer. Ça peut aussi parler dans le clan, bien sûr, ces rôles, ces positions, ces impacts également pour les générations qui vont suivre. De quelle manière soit le père, soit la mère, donc on va parler de l'homme ou de la femme dans ces cas de figure-là, vont prendre des positions et tous ces impacts que ça va avoir sur, là on parle d'Akiko par exemple, la non-position du père ou la position du père quand il a décidé de la rejeter, finalement ça va aussi minimiser la position de la fille par rapport à la marâtre par exemple. Il y a toutes Oui, ces fausses hiérarchies, ces positions oui, là. Donc ça aussi, c'est important peut-être oui, à observer. oui. C'est-à-dire que dans notre éducation, on n'est pas habitué à remettre en question le pouvoir des parents, leur poids, leurs paroles, on ne les remet pas en cause. Et l'enfant est habitué à justement accepter ce qu'il vient de personnes référentes portant l'autorité. De la même façon qu'on ne remet pas en question les professeurs, tous les gens qui ont un pouvoir, les éducateurs, etc. Dans ce conte, on voit très très bien combien le père est téléguidé par sa deuxième femme. Il veut la paix, il veut éviter le conflit, et donc il ne va pas se positionner. Ou alors il va se positionner, mais de façon malheureuse, puisque c'est contre la fille, contre sa fille, hein, la fille de sang. Et pour avoir la paix dans son couple, il va déconstruire la relation parent-enfant. La Et ça gestion va des... même au-delà de la déconstruction, pardon, je te coupe, ça va même au-delà de la déconstruction, parce qu'il va carrément être dans la démarche de rejeter. Donc on peut être dans la négation de la filiation, le rejet Complètement. total. Le rejet total. Oui. C'est-à-dire que le lien du sang n'est plus aussi fort que le lien qu'il a choisi. Alors ça, on le voit assez souvent. On peut avoir des parents, des couples parentaux dans le clan qui sont plus des couples que des parents. C'est pas qu'ils n'aiment pas leurs enfants, mais c'est qu'ils préfèrent privilégier la sphère conjugale à la sphère familiale. Et, et, euh, et donc, les enfants peuvent se sentir un petit peu abandonnés avec des parents qu'ils ne ressentent pas comme très présents pour eux ou très protecteurs. Voilà. Après, on va trouver dans les clans des hommes, quand ils choisissent la paix à tout prix, c'est des personnes qui peuvent être coupées de leur énergie masculine, féminine, etc. L'enfant qui se construit avec cette image-là aura du mal lui aussi à pouvoir se positionner. Du coup, ça va être un petit peu plus complexe pour lui. Euh, on va avoir ainsi des images qui vont se transmettre d'hommes qui sont absents, pas à la hauteur, incapables, des femmes qui se débrouillent seules, qui sont fortes, et l'idée de la femme qui est non soumise, qui est indépendante, etc. Et donc, ça veut dire aussi que quand on a une femme forte, attention de bien regarder pourquoi elle est forte. Est-ce qu'elle laisse la place à l'homme? Est-ce que l'homme ne la prend pas? Est-ce qu'elle a écrasé l'homme? Dans le cas de la marâtre, c'est ça, en fait. Elle a voulu prendre l'ascendant et puis, donc, justement, euh, démolir un petit peu tout ce qu'il avait construit. Alors, ça rejoint aussi le fait que la femme en deuxième position dans un couple, c'est compliqué. La deuxième femme, la troisième femme, c'est compliqué. Et ça, on le retrouve beaucoup.
est-ce que le couple premier, initial, a son histoire qui est réellement clôturée? Et quelquefois, dans ce veuvage, par exemple, on peut supposer que le couple s'entendait bien, était assez harmonieux. Et cette marâtre arrive, elle est peut-être jalouse d'une absente, d'une morte. Et ça, on le retrouve énormément dans le transgénérationnel. L'idée de savoir si, quand on s'engage dans un nouveau couple, est-ce que le précédent est bien fermé et clôturé. Donc, voilà, ça, on le voit même dans les divorces où on pense que de détester l'autre, ça va nous aider. Eh bien, pas du tout. Parce que même si on déteste, on peut très bien avoir la nostalgie de certains moments qui sont justement restés en mémoire. On peut Et puis il y a détester. aussi des, pardon, il y a aussi des codifications dans le couple, c'est-à-dire quand on vit un certain nombre d'années avec une personne, que ce soit suivi par un divorce ou par un veuvage, mais il y a une codification, il y a une adaptation à l'autre, il y a toujours l'empreinte de l'autre, quelle qu'ait pu être la Oui, relation. oui, Et puis, en effet, quand il y a un deuxième couple, voire un troisième, etc., après ça c'est autre chose, mais déjà quand il y a une deuxième union, c'est remettre une nouvelle codification. Et c'est toujours ça, c'est est-ce que l'on se rattrape à l'ancienne codification qui faisait très souvent écho déjà à la codification de la première cellule parentale bien sûr. des deux ou des époux, et après, c'est recréer une nouvelle codification. Et là, en fait, on va rester sur le compte. Cette deuxième épouse, on est entre l'émotion de la détester ou de compatir parce que finalement, Eh oui, elle n'a pas su trouver sa place et elle n'a fait que rejeter cet enfant pour trouver sa place. oui, Donc, il y a deux polarités, voire plus. eh oui. Complètement. C'est le côté aussi, quand on garde les mêmes habitudes dans le deuxième couple, les mêmes codifications, pour reprendre ton terme, eh bien, peut-être qu'on n'a pas fait le deuil du premier. On va pas s'adapter à la nouvelle situation. On va faire comme. C'est un peu comme quand on quitte une maison et qu'on veut retrouver à tout prix la même ambiance, les mêmes lumières, les mêmes fenêtres, le même jardin, etc. Non, en fait, il faut faire d'abord le deuil de la première maison pour pouvoir apprécier ce que la deuxième nous offre. Mais dans les couples, c'est un petit peu pareil, dans toute relation d'ailleurs. Hein, on peut avoir des amis, chaque ami va nous apporter quelque chose de nouveau, mais on ne peut pas transposer exactement les relations d'une personne à une autre. Donc oui, on peut avoir de la compassion aussi pour cette marâtre qui, avec cet homme-là, n'arrive pas à se faire entendre autrement que par le biais d'une détestation à travers cet enfant. Il faut qu'il y ait cette tierce personne pour qu'elle puisse peut-être s'épanouir dans son couple. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Alors, ça veut dire aussi que quand le père fait payer à sa fille voilà, les difficultés de son couple, il préfère la paix, mais c'est aussi une façon peut-être de faire payer à l'enfant ce qu'il n'a pas pu exprimer pour le deuil de sa femme. Bien souvent, les enfants, ils sont justement là pour nous rappeler la personne défunte. Et quelquefois, on peut rentrer dans un schéma de relation qui s'abîme après un décès d'un parent, parce qu'en fait, l'enfant ne peut pas remplacer le parent décédé. Et là, c'est un petit peu comme si le père constatait que, à travers sa fille, il n'a peut-être pas fait le deuil de sa femme, et donc de la maman de d'Akiko. Voilà. Donc, c'est la complexité hein, de ce trio qui fait que ça ne peut qu'aller qu'au clash, justement, pour enfin essayer de se sortir de là. Et d'ailleurs, dans le transgénérationnel, on se rend bien compte, et puis dans toutes les épreuves qu'on peut vivre, sans parler de transgénérationnel, euh, un drame, une mauvaise
expérience un petit peu inconfortable à vivre ou douloureuse va nous permettre de grandir beaucoup plus que si on restait dans un état de bonheur un petit peu euh, étal. Donc ça, c'est important aussi de voir qu'est-ce qu'aurait fait Akiko si elle était restée avec son père et sa marâtre. Peut-être rien de bien, et en tout cas peut-être pas ce que son incarnation d'âme avait décidé pour cette petite Akiko. Donc c'est important aussi de le voir un petit peu dans ce côté-là. Alors, dans l'instant, quand on vit des choses douloureuses, c'est pas confortable du tout, et on n'a pas envie de réfléchir comme ça, mais après, on trouve les petits cadeaux cachés qui sont envoyés derrière ces épreuves-là. La preuve, Akiko a trouvé le bonheur, l'amour et puis une vie plus confortable et puis plus vibrante pour elle. Là, pour le coup, Akiko n'avait pas le choix finalement. Il n'y avait pas d'éventail de choix devant elle puisque son père la met dehors. Préfère écouter les médisances de sa deuxième femme et va préférer justement, comme tu l'as dit, comme l'a dit Fanny, pour la paix de son couple, euh, préfère tirer un trait sur son lien du sang avec Mm. sa fille. Et Alors, il y a aussi ça, ce non-choix quelque part oui, qui s'est présenté à elle. oui, tout à fait. Alors là aussi, dans le clan, on peut avoir pas mal de mémoire dans ce non-choix. Ces enfants d'un premier lit, ces enfants d'un deuxième lit, pour les héritages, ils ne sont pas logés à la même enseigne. Et bien souvent, les héritages il peut y avoir des enfants spoliés. Ça peut être les enfants du premier lit ou du deuxième lit ou de la maman ou du papa, enfin bref. Et donc ça, on le retrouve, il y a des conséquences après. Il va y avoir ce côté-là où l'injustice va prendre le pas, et puis le côté de ne pas avoir été traité de façon équitable. Alors ça revient de façon récurrente. Donc voilà, hein, on peut le retrouver à travers les générations sur ce plan-là. Et puis on peut aussi voir de quelle manière elle est traitée au cours de son périple, que ce soit par l'aubergiste qui la rejette finalement, qui va prendre ce qu'elle va lui être donné, ce qui va lui appartenir, et en échange va la rejeter avec violence. Et puis aussi de quelle manière elle réagit face au loup en premier lieu, c'est-à-dire qu'elle est prête, voilà, elle est dénuée de tout amour propre, de toute émotion vis-à-vis d'elle-même. Elle est prête à mourir parce qu'elle ne se pose même plus de questions. Elle Oui, laisse tout tomber. On a l'impression qu'elle laisse tout tomber, qu'elle a baissé les bras. on peut dire c'est une attitude suicidaire. Euh, et en tout cas, là où elle aurait dû rencontrer de l'humanité chez les humains, elle n'en rencontre pas. Et elle va en rencontrer chez la bête féroce qu'est le loup, symbolisé par le loup dans le conte. Et c'est cette figure de terreur, le loup, qui va au contraire l'aider à retrouver sa voie. Donc c'est important aussi de voir que dans la vie, il peut y avoir aussi des personnes en dehors du clan de sang qui peuvent nous aider. Il peut y avoir des figures référentes qui sont autres, qui ne sont pas en lien de sang rattachées à nous et qui pourtant font voilà, figure de personnes marquantes. C'est pour ça que dans l'arbre généalogique, travailler sur le plan transgénérationnel, on peut ajouter d'autres personnes que le lien du sang. Ça, c'est important de voir aussi combien il y a des personnes qui ont pu marquer et aider. Là, le loup peut symboliser aussi tout cet entourage qui est aussi porteur. Et comme tu l'as soulevé, voilà, il y a cette démarche de suicide qui est inhérent à Ekiko pendant une longue partie du conte. C'est aussi observer que le rejet de la cellule familiale et du père, pour le coup, a généré en elle ce, cet abandon total d'avoir envie de vivre, d'avoir cette énergie de vie. C'est ça aussi, c'est observer comment une force de rejet peut détruire une personne. Là, elle a eu la possibilité de rencontrer, comme tu dis, l'archétype
dans le loup, qui est l'archétype dans l'inconscient collectif de la férocité, peut-être même de la perversion dans certains contes analogues. Et là, on a un loup qui fait peur, mais qui n'est pas agressif. Il y a aussi le côté apparence. Donc, il y a deux informations qui sont déjà identifiables. C'est comme quoi le rejet de Oui, l'enfant, le rejet en général, est d'autant plus violent là quand il s'agit du rejet d'un enfant, peut déconstruire complètement l'envie de vivre ou l'envie de véhiculer une énergie oui, d'amour. oui, tout à fait. Et, Boris Cyrulnik pourrait dire qu'elle est résiliente, Akiko, c'est-à-dire qu'elle rebondit et que voilà, elle trouve des ressources hein, dans sa détresse. Je pense qu'on a tous une dose de résilience, mais c'est vrai que certains rejets peuvent être particulièrement douloureux et entraîner vers le choix de ne plus vivre. Là aussi, hein, voilà, ça peut saper complètement l'énergie de vie. Voilà. Euh, le deuxième point que tu as souligné, l'apparence, le paraître, là, on le voit très très bien dans le conte, hein. Elle remarque d'abord les personnes qui sont très très bien vêtues, qui ont des couleurs flamboyantes, qui sont peut-être renommées, en tout cas qui ont une puissance, un pouvoir. Et en fait, avec les cils du loup magique, ça décile justement, ça lui ouvre les yeux. Et voilà. Et donc, elle se rend compte qu'en fait, se tourner vers des personnes qui sont un petit peu rejetées de la société peut permettre de rencontrer les bonnes personnes. Voilà. Et ça, c'est aussi ce que, dans notre éducation, on peut retrouver aussi dans certains clans. C'est-à-dire que euh, notre clan peut avoir des valeurs qui sont rejetées euh, qui sont des dictats, des injonctions. Hein, il faut faire ci, il faut faire ça c'est pas bien, ça c'est bien. Voilà. Et donc on baigne là-dedans dans des jugements. Quand on a, par exemple, j'en parlais ce matin en consultation justement, quand on a une grand-mère qui ose en 1900 et 1920 divorcer deux fois, on a dit tout de suite que c'était une mauvaise femme, qu'elle ne pensait qu'à elle, etc., etc. Et cetera. Et puis, en creusant bien, elle fuyait la misère, hein, la violence, etc. Hein, donc, il y a ça aussi. Hein, les jugements rapides dans les clans font qu'on va étiqueter certaines personnes très facilement et que chez les descendants, il peut y avoir une impossibilité de voir un petit peu comment ça se passe tous ces mécanismes derrière hein, ces comportements-là. Voilà. Hein, c'est un petit peu Et de... il y a les étiquetages, mais il y a aussi l'oubli de certaines personnes, l'oubli volontaire du clan de Oui, certaines personnes, parce que ces personnes n'auront pas correspondu à l'apparence oui, véhiculée, cette image peut-être bien lisse d'une époque, et cette personne aura volontairement été dans un combat beaucoup plus intensif et qui soit contraire peut-être aux valeurs de la famille. Et très souvent, ces personnes sont un peu gommées dans l'histoire du clan aussi. oui, 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 oui. Alors, justement, attention au vide dans le clan, dans l'arbre. Tout ce qui va être moins bien étoffé d'un côté ou de l'autre, hein, ça dépend. Eh bien, c'est là où il faut peut-être aller chercher parce que c'est un peu comme si c'était un puits sans fond qui attire notre énergie. Quand on n'a pas d'éléments sur une lignée, quand on veut pas savoir, quand on ne les aime pas, etc., il y a une forme de rejet. Et c'est vrai que une personne, elle est tellement multiple. On a tellement de facettes, lumineuses, moins lumineuses, etc., qu'on ne peut pas tout rejeter tout en bloc. C'est pas possible. Il y a forcément du bon, sinon on serait tous morts. Hein, donc on est nourri de plein de choses, hein, de substances diverses. Et c'est vrai que les branches des arbres qui sont un peu vides vont plus attirer notre énergie et vont nous faire perdre de la substance. C'est important de savoir les exclusions, les personnes, pourquoi elles ont été exclues, pour qu'il y ait
justement pas de répétition dans les générations suivantes. Parce que c'est la facilité inconsciente hein, du clan qui fait que ça va se répéter. Voilà. Mais c'est vrai que c'est facile de se couler dans un moule et de pas trop réfléchir. Et si on sort de ce moule, eh ben, ça peut voilà, interroger certaines personnes et en tout cas pas plaire. Voilà. On va peut-être revenir sur l'apparence que l'on retrouve dans d'autres contes également, hein, toujours ce côté un petit peu connoté magique, de permettre à une personne, l'héros ou l'héroïne du conte, là pour le coup c'est Akiko, de pouvoir voir la réalité, voir les autres tels qu'ils sont aussi, et pouvoir agir en fonction, parce que pouvoir observer au-delà de l'apparence est déjà un acte important, mais aussi c'est de quelle manière la personne va décider d'agir. Oui, Là, on peut garder l'exemple. Elle aurait pu, même en voyant cette belle dame qui ressemblait à une poule, etc., ou à ce monsieur qui ressemblait à un cochon, elle aurait pu tout de même se dire, bon, ben, l'apparence est peut-être plus attrayante et j'enlève mes cils et je vais continuer à rester dans cette apparence qui va générer aussi des croyances. oui. L'apparence va générer, voilà, c'est ça aussi. Elle aurait pu être attirée par l'argent, la facilité. Cette dame avait certainement de l'argent, de l'aisance. Elle était dans Akiko, elle était dans la détresse totale. Et donc, c'est vrai qu'elle aurait pu être attirée là. Là, je pense que on a nos petits anges gardiens quelque part qui nous aident. On peut être guidé à dire ou à pas faire certaines choses. Et ça, faut écouter la petite voix intérieure. Quelquefois, au dernier moment, elle peut nous rattraper et nous aider. Mais c'est pareil quand elle rencontre son charbonnier et dans cet habitat où elle découvre des pierres précieuses et décide d'aller les vendre, elle, voilà, elle aurait pu aussi, de par un mode de fonctionnement autre, être plus attirée par l'apparat des pierres précieuses, de l'or, que d'être dans le fait de fonctionner différemment, de faire circuler c'est ça finalement ce qu'ils ont fait. Ils ont Oui, vendu pour acheter, ils ont fait circuler ces oui. pierreries. Et au-delà des pierres, ils ont fait circuler leur amour, leur bonheur, leur énergie lumineuse. Elle aurait pu être attirée juste par le matériel, mais ça l'a renvoyée à la marâtre. Et donc, elle a pris le contre-pied, inconsciemment peut-être, hein, mais en tout cas, elle s'est respectée aussi dans ses valeurs propres, sa gentillesse, sa bienveillance, l'ouverture à l'autre. Et donc, elle s'est respectée, elle s'est entendue. Là. Et elle n'est pas rentrée dans le schéma qui avait été proposé par le deuxième mariage de son père. Donc, Et ça aussi, tout ouais, à ce que tu as soulevé est intéressant également. euh, dans le mécanisme où, en effet, elle aurait pu peut-être être plus orientée vers le côté matériel, le côté apparat, le côté, on va le dire, comme on peut l'appeler aujourd'hui, le côté finance de tout cela. Est-ce que si on transpose sur des cycles de vie plus actuels, est-ce que ce genre de comportement pourrait causer des perturbations pour des personnes qui, par exemple, auraient du mal à gagner leur argent parce que inconsciemment, ils ont une image un petit peu, voilà, comme pour l'exemple de la marâtre, un petit peu faussée, et ne souhaitant pas rester, mais complètement inconsciemment, ne souhaitant pas rester dans ce même mécanisme, peuvent observer plein de richesses, mais ne pas réussir à les saisir pour eux et pour ceux qui les entourent. oui. Oui, 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 oui. On voit les blocages par rapport à l'argent. Déjà, l'argent, c'est de l'affectif. Quand ça circule mal au-dessus, voilà, l'affectif peut être amené aussi à s'imprégner dans l'argent, hein, sur ce plan-là. Quand l'argent c'est pas équitable, quand c'est mal distribué dans les générations au-dessus, il peut y avoir des blocages là. C'est-à-dire que on va
utiliser les modèles qui sont présentés dans le clan pour se faire sa propre opinion. Si Akiko n'avait pas été seule dans sa fratrie, hein, si elle avait eu des frères et sœurs, il y en aurait peut-être un qui aurait gardé la cupidité de la marâtre, parce que peut-être que lui, il aurait eu besoin dans cette incarnation-là de vie, voilà, de vivre ça. Voilà. Et puis, chacun des enfants aurait pu avoir une attitude différente. Hein, il y en a un qui aurait pu rester figé. Il y en a un autre, comme Akiko, bah, qui s'est débrouillé pour vivre autre chose. Donc, en fait, par rapport au matériel, on peut réagir de façon complètement différente. Euh, L'idée aussi, c'est de voir comment ça vibre en soi, vraiment. On peut, bien sûr que l'argent fait pas le bonheur, mais ça contribue, comme hein, l'adage le dit. Mais il y a aussi comment je me sens par rapport à ça. Et on sent chez Akiko un besoin d'être authentique, d'être vrai, d'être clair. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que les pierres sont trouvées dans l'eau, hein. L'eau qui lave, qui nettoie, voilà, hein, qui dilue, etc. Donc j'ai trouvé intéressant aussi, c'est pas par hasard par terre dans le rocher qu'elle a trouvé ça, hein. Elle l'a trouvé dans quelque chose qui a été nettoyé. Alors est-ce que dans la symbolique, ça nettoie les mémoires d'Akiko? Voilà, peut-être, peut-être, hein. Voilà. Mais c'est certain que quand il y a des blocages d'argent, c'est intéressant d'aller voir les héritages, les spoliations, les personnes qui ont ressenti être moins bien loties que d'autres. Quelquefois, c'est juste un ressenti, mais ce ressenti, il est tellement fort que ça va entraîner après des possibles blocages. Voilà. Et pour aller un peu plus dans le conte, donc à la fin, c'est vrai que Akiko est dans cette démarche de pardon pour ce père qui l'a rejeté. En fonction de chacun, peut-être que certains, ça va les révolter, d'autres qui vont être également dans cette compassion, ou d'autres encore qui peuvent avoir un regard juste de bienveillance, dire oui, c'est bien, c'est normal. Chacun, en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il vit, va interpréter et ressentir aussi, hein, ça c'est important. Le conte, il a été très joliment présenté par Fanny, dont c'est le métier, mais chacun va l'interpréter différemment. Oui, Ça, complètement. chacun va prendre voilà, des essences, des informations du conte, ou va avoir des visualisations du conte complètement différents les uns des autres. Mais pour revenir à cette finalité, et tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est le côté un petit peu trop gentil. Mm. Est-ce qu'on peut dire que Akiko est quelqu'un qui, naturellement, de par sa déconstruction, est quelqu'un de trop confiant, de trop gentil? Est-ce qu'elle a su poser ses limites aussi? Mm. Mais pareil pour le charbonnier, parce que finalement, il est très absent du conte. Il est là, il est présent, mais il n'a pas de consistance. On Mm. sait qu'il apporte quelque chose, ne serait-ce qu'à Akiko, parce que ça lui permet aussi d'avoir confiance en quelqu'un et d'ouvrir un petit peu sa vie. Ouais. Et il y a cette non-consistance dans le conte peut-être volontaire. Donc il y a tout ça, il y a cette notion de gentillesse, de limite. Oui. Est-ce qu'elle a réussi à poser ses limites? Est-ce que dans sa résilience face à ce père qui est en souffrance, elle a réussi à pardonner au plus profond d'elle-même? Voilà, c'est ça qui est important aussi d'observer Mm. derrière tout ça. Alors, derrière le pardon, hein, c'est peut-être juste qu'elle a besoin de continuer à vivre dans la paix, dans sa paix à elle, qu'elle s'est construite, et que le pardon qu'elle offre à son père, c'est peut-être juste pour qu'elle aille bien et qu'elle continue à aller bien. Ça ne veut pas dire forcément tout excuser et tout oublier. Voilà. Et donc, voilà, il y a déjà ça. Euh,
le conte, il peut continuer en se disant, elle pardonne, mais elle n'a pas envie de s'encombrer de ce père qui l'a rejeté. Le conte, il peut continuer aussi d'une autre façon en disant, ben, père, tu es seul maintenant, tu es malheureux, je t'accueille. Et puis, il va y avoir peut-être une autre possibilité. Le mari, inconsistant et en tout cas un peu absent, voilà, il va peut-être pouvoir se positionner et dire à Akiko ce qu'il en pense de ce beau-père qui arrive comme ça. Voilà, il va y avoir ce cheminement-là et voilà, tout le monde peut imaginer un petit peu la suite. En tout cas, je pense que le travail en transgénérationnel nous offre la possibilité de poser nos limites. Alors, peut-être que dans d'autres thérapies, ça nous met aussi ça en conscience, qu'on a besoin de limites pour pouvoir se construire et se développer, s'épanouir. Mais en tout cas, le transgénérationnel, en nous mettant face à ces personnes qu'on va voir de plus en plus de façon lucide, dans l'exploration des branches, on va voir qu'un tel a fait ça parce qu'en fait, il y a des explications et en se remettant dans le contexte, on arrive à comprendre. Eh bien, ça va nous imposer de nous positionner, de faire face, de faire front, de ne pas accepter, de rejeter, ou au contraire de tolérer. Voilà, ça sera à nous de juger avec cette élaboration de l'arbre qu'on aura fait en conscience. Et plus on va finement interpréter tous les drames du clan, et plus pour nous, ça sera facile de dire, ah ben ça, c'est plus possible pour moi. Et on mettra des limites. Et cette énergie qui nous retient comme des gros élastiques qui nous retiennent en arrière, eh bien, petit à petit, on peut les couper petit à petit, tout doucement, tranquillement. Voilà. Donc, c'est vrai que trop de gentillesse, trop de naïveté, ben, en fait, la vie, c'est des épreuves avant tout pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre. Et personne est gentil. Gentil, méchant, c'est des termes d'enfants. Les personnes, elles sont ce qu'elles sont, avec leur caractère, leurs défauts, leurs qualités, et on doit faire avec. Et cette lucidité, elle est nécessaire parce qu'autrement, on peut être ébloui ou au contraire ne pas voir les bonnes personnes qui sont là pour nous aider. Donc les limites euh, sont intéressantes à regarder dans ce sens-là. L'arbre, il va nous aider à nous construire nos frontières. Et je pense que c'est en tout cas Akiko, elle a très bien fait aussi sa part des choses, hein. Elle est allée un peu plus loin, elle a construit sa vie de couple, elle vit très très bien dans l'aisance et puis dans le don aussi, hein. On sent qu'elle est épanouie et du coup elle a coupé un petit peu. Alors ça a été contraint et forcé, mais peut-être que c'était un mal pour un bien. Alors voilà, c'est vrai qu'Hélène nous a apporté un détail. Encore une fois, on ne peut pas aborder tous les transversales des détails possibles parce que, comme on l'a vu, chacun va interpréter le conte en fonction de sa propre histoire, de ses propres croyances, de sa propre histoire de vie, de son propre inconscient collectif dans son clan. Ce choix de conte, ça a été ton choix, Fanny. Ah, ça a été le Le bon choix du conte, ça a été ton choix. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Choix. Voilà, c'est toi qui as Et choisi ce conte-là tout à aujourd'hui. fait, tout à fait. Est-ce que c'est parce qu'il te parlait déjà Oui, intérieurement? ça fait plusieurs années que je le raconte et plus je le raconte, plus avec ce que j'ai vécu dans ma famille, il m'apporte énormément. Et j'ai été beaucoup trop confiante et je me suis cassé la figure comme un kiko. Hmm. Donc on peut pas, de toute façon, raconter une histoire qui vous parle pas. C'est pas possible. Donc il faut toujours que quelque part, j'en l'ai dit, je peux en avoir une qui me parle. Donc, et celle-ci, d'habitude, il y en a que je raconte et puis je les raconte une fois, deux fois, trois fois. Celle-ci, j'ai dû la raconter 20 fois. Et tant que j'aurais pas réglé mon problème avec ma famille, je crois que je continuerai à la raconter. Et quand Hmm. je fais tout pour, puisque je vais faire le MDR bientôt,
tant, tant que j'aurai pas réglé ça avec mes frères et ma famille, je continuerai à la raconter. Oui, C'est un oui, médicament, je dirais. oui, tout à Et à fait. côté de ça, j'en ai deux comme ça qui tournent et l'autre, c'est une sirène qui est très belle et qui se transforme en sorcière. C'est pas toujours les cils du loup qui sortent, mais ça fait des années que vous savez, une vraie conteuse, elle a un sac à histoire et en fonction de ce qu'elle est quand elle raconte, elle sort une histoire et cette histoire n'est jamais celle qu'elle a programmée 3 semaines avant. Eh C'est oui, pas possible. Donc, ça dépend de ce que je suis et de comment je suis quand je raconte. oui, 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 tout à C'est fait. pas trop, C'est la trop. force des contes thérapeutiques. Exactement. Et, Je sais que j'ai ouais. une cousine qui est pédopsychiatre et qui a beaucoup utilisé les contes dans son travail et on en parle très souvent ensemble et voilà. Mm, Ce que vous avez dit m'a beaucoup intéressé sur. Moi, j'ai une famille plus, enfin une famille du côté de ma mère et une famille du côté de mon père, et celle du côté de mon père a pris toute la place de celle du côté de ma mère. Mais bon. mm. Et comme par hasard, Hélène dans mon travail, m'a fait travailler que sur celle de ma mère. Et ça m'a énervé quelque part, mais ça m'a aussi a fait avancer, si vous voulez. Et grâce à cette cousine qui est du côté de ma mère, je peux continuer à avancer, mais c'est difficile. Ah, Fanny, Est-ce que j'ai répondu à ta question, Daniel? oui, c'est parfait, Oui. c'est parfait. En complément, c'est-à-dire que tu es conteuse, mais tu y as déjà un petit peu répondu déjà un petit peu avant. Tu es conteuse. Oui, Est-ce que c'est le conte qui vient au conteur ou est-ce que c'est le conteur qui choisit le conte? je trouve que c'est le conteur qui choisit le conte. Et il y en a que je raconte, comme je t'ai dit au début, oui, 2 fois seulement, et puis après, poubelle. Et il faut que tu puisses le vivre, pour moi. Et tu puisses l'habiter. Et j'avais une personne qui m'a formée au conte et qui disait toujours qu'il fallait, comme un bébé, il fallait 9 mois pour Mm, porter ce conte. Et au bout de 9 mois, tu savais si ce conte continuerait dans ta bouche ou pas. Et t'apporterait quelque chose. Il faut qu'il t'apporte. Parce que si il t'apporte rien, il apportera rien au public. J'en suis persuadée. Donc, je mm, déteste, moi, les contes qui n'apportent rien. Celles qui racontent, vous avez des conteurs, c'est ma façon de faire. Vous avez 36 000 conteurs différents. Moi, il faut que ça me parle et que ça réponde à mes questions pour que je puisse le raconter. mm. Voilà. Et j'aime ce que je fais et quelque part aussi, mon père me racontait beaucoup, parlait très bien et m'a appris à parler, à raconter et je continue quelque part. Et ce matin, j'étais un petit peu angoissée et il était à côté de moi pour me calmer. Mais oui. Voilà. C'est un grand conteur quelque part. Mais bon, Hélène, je t'en veux un peu de pas m'avoir fait parler que de la famille que je déteste. Non, je la déteste pas, mais j'ai pas grand-chose. Et je dis beaucoup à ma mère de m'avoir rien transmis de ce côté-là. Elle m'a pas aidée, si tu veux. Alors que mon On a autre tous mère hein, a fait une peut-être résilience. voilà des côtés qui sont un petit peu plus dans l'ombre. Hein, Oui, voilà, c'est un peu dans tous les clans on peut trouver ça. Vraiment, il y a oui. des C'est personnes pas qui. spécial. Tu parles d'ombre, Hélène, mais je dirais que c'est pas spécialement un côté qui est plus dans l'ombre que Ah l'autre. non, C'est peut-être un côté qui va prendre moins de présence dans l'incarnation, dans tout l'expérimentation à de la fait. personne. Parce que peut-être que nous, on n'est pas là pour mettre en lumière cette partie-là. Il y aura D'un d'autres autre personnes. côté, je me suis acheté des fleurs et j'ai fait des bouquets en me disant, mon grand-père faisait le mauvais côté, je dirais, faisait des bouquets magnifiques. Et ben voilà. Voilà. Et j'ai eu besoin de m'acheter ces fleurs et les bouquets sont encore là. Et pour moi, c'est important. Et j'en ai parlé dans ma famille, alors que je l'avais jamais raconté. Tu vois, Hmm, il y a certaines ouais, choses ouais. mais c'est une génération qui a vécu la guerre de 14-18 et je crois que il y a certaines personnes qui ont laissé. Il Hmm, était soldat pendant la guerre de 14-18, il a été trépané. Je comprends qu'il nous ait rien laissé hmm. quelque part.
ça les a trop marqués, ça les a trop, Oui, ils ont oui, trop oui, oui. souffert. Voilà. Mm. Et lui n'était pas capable de supporter cette souffrance alors que l'autre était plus Ouais, fort. ouais, c'est ça, c'est ça. Avait une famille, lui avait perdu sa mère à 5 ans. On peut comprendre pourquoi il y a qui s'est tu après la guerre de 14 et l'autre qui, au contraire, a continué et a fait une famille super et qui m'a Mm. beaucoup porté et qui continue à me porter. Mm. Je pense Tout que dépend du contexte de vie finalement, parce que c'est vrai que au début du XXe siècle, il y a eu accusés les unes après les autres. Il y a eu les insurrections de la fin du XIXe, il y a eu la Première Guerre mondiale, après il y a eu la Seconde Guerre mondiale, après il y a eu les différentes guerres internationales. Ça fait beaucoup pour les personnes et Oui, la guerre de 70 aussi, hein, ça a marqué, hein, oui. oui, beaucoup, 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 la beaucoup guerre d'Algérie, marqué. enfin, etc. Hein. Donc, oui, oui, c'était très marquant, cette guerre, hein, très impactant. Et Mais il puis il y a cachait des sa peine. familles qui en font Voilà. davantage. Il n'avait pas de mère et sa mère était morte en hôpital psychiatrique. Enfin, à l'époque, on n'appelait pas comme ça. Je crois qu'il cachait sa Oui. détresse, cet homme. C'est Mm. dommage, mais c'est Mm. comme ça. Il y a des gens qui cachent leur détresse. Et c'est Mm. Mais oui, 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 oui. quelque chose, c'est touchant parce que ils te plombent pas avec leur détresse. C'est bien. Mais je pense que Oui, c'est mais si tu très veux, plombant. euh, c'est très impactant malgré tout parce qu'en fait, les descendants le ressentent. Tout à Ils fait. ressentent cet état de détresse intérieure du grand-père, de la grand-mère ou autre. De ma mère, Euh, de et, la sœur, je dirais. Oui. et puis, donc ça les inquiète. En fait, c'est très perturbant. Tout à Il y fait. a une ignorance, c'est l'ignorance qui est perturbante. C'est ces Complètement, fameux vides dont tu parlais tout à l'heure, complètement. ces vides dans le clan. Il y a des informations qui peuvent perturber les descendants, sentir Oui, qu'il y a quelque chose qui n'est oui. pas OK à l'intérieur, un mal-être ou des Ouais. réactions non Et expliquées. on va chercher des causes et déjà on va peut-être se mettre en question nous-mêmes en disant c'est peut-être de ma faute. Et puis les petits vélos dans la tête, Ouais. ils font leur petit cinéma. On essaye de trouver pourquoi. Ben oui, Donc moi j'ai attendu c'est très 40 ans très avant de savoir la famille, alors que très l'autre, très je savais perturbant. tout par cœur, Et à oui, savoir comment la famille avait souffert. Voilà. oui, Ça oui, fait oui. Mais beaucoup. c'est sûr que 50 ans même. Et ma mère était très dépressive pour ça. Elle ne parlait pas. hmm, hmm, Voilà. Pourquoi très bien. Akiko, elle s'en sort et moi j'aime beaucoup cette résilience. Ouais. Quelque Oui, part, et puis oui. sa détresse est là et elle s'en sort. C'est bien. Ouais. Ouais, 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 tout à C'est une fait. belle Et puis histoire. elle a réussi à faire finalement et avoir ce regard suffisamment objectif pour faire confiance. Alors que ça, on l'a pas abordé, mais elle aurait pu, dans son histoire, ne pas réussir à faire confiance vu qu'elle avait été rejetée. Alors que là, elle a réussi à faire confiance à ce loup qui lui faisait peur. Oui. Et puis on perçoit qu'elle fait confiance à ce charbonnier qui, au premier abord, sans les cils, était un petit peu Oui. dans le commun et pas forcément la lumière vers qui elle serait allée au Ouais. premier abord. Et puis, elle arrive à refaire confiance à ce père qui est tout en confusion et lui-même sur son propre chemin de résilience. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi, puisque je me suis remariée avec un homme pour qui ça fait 36 ans qu'on est là, et j'ai fait confiance après une Oui. catastrophe avant. Voilà, donc c'est une belle histoire. Vous voyez, tu vois, Hélène, il y a plein de choses ça doit te faire appel à tout ce que je t'ai raconté, mais il y a plein de choses dans ce conte qui me Ouais. portent, Ouais. Ouais, ouais, qui tout à correspondent à ce que j'ai vécu moi-même. Et je dirais, pour clôturer, la voix personnelle de chacun, c'est vraiment le trésor caché dans les difficultés de la vie. Derrière les petits cailloux, les montagnes qu'il faut un petit peu grimper et redescendre, etc. Affronter l'inconnu, oser, hein, s'affranchir des peurs du clan. C'est vraiment notre chemin à tous pour trouver justement ses propres pépites en fait, hein, sa vie telle qu'on la conçoit, c'est pas forcément dans
la richesse, le bling-bling, le paraître, hein. Tout à fait. Chacun va trouver là où il va se réaliser et vibrer. Donc voilà. Il y avait aussi quelque chose dans le conte qui est très porteur, je trouve. Akiko trouve les forces dans la nature. La nature, les arbres, la forêt, les animaux. En fait, la vraie sagesse de la terre. Et ça, c'est la vraie reconnexion. Quand on va pas bien, aller se balader un petit peu dans les arbres et tout de suite, on se sent mieux. Donc, il y a ça aussi, la place dans le conte de cette nature qui est super importante, qu'on oublie hein, dans notre vie quelquefois de tous les jours. Donc, voilà, c'est important aussi. Mhm. Oui, tout à fait. Ce que tu dis est très juste à soulever et notre lien à la nature, moi j'aimerais même dire notre lien au vivant non humain. Hein, j'ouvre un petit peu plus Complètement. sur tout le champ des possibles et c'est ces liens interespèces qui vont permettre justement de transmuter un peu ces émotions qui n'ont pas forcément de mots, pas forcément de nom, mais qui sont là tel un poids. Et grâce à ces organismes vivants non humains, et on pense aux végétaux en premier, mais les animaux aussi, hein, Oui. le conte le définit aussi, permettent de traverser sans aller chercher la mentalisation du mot, de la définition, mais nous permettent juste de passer à une autre étape. Oui, tout à fait. Ça, ça. La puissance des pierres, des rochers, voilà, là aussi, hein, c'est très porteur. Oui, tout à Tout fait. à Alors quand fait. même, j'ai réussi à quitter Aikiko pour Jean-Marc Hall et le taureau bleu et je crois que le travail se fait. Je le sens dans le choix qui change doucement. Ah, voilà, Il faut que la conteuse, elle progresse et qu'elle avance et bien c'est sûr, hein, arrivé. bien Et sûr. Jean-Marc Hall est un grand conteur breton. Je crois qu'il doit être décédé maintenant, il est âgé. Et je pense j'arrive avec beaucoup de difficultés à changer de registre. C'est dur, hein, de mettre en question. Voilà. Eh oui, ah oui, oui, oui. J'ai, j'ai- voilà, j'ai ma petite fille à côté. J'espère qu'elle vous a pas trop gêné. Je vous dis au Ben, on va revoir. voir au coupage. Oui, vous allez enlever. Je suis désolée, Oui, pas de Hélène. souci. Oui, il y a eu il y a eu un petit schtroumpf, j'oublie toujours. Je vais couper le son pour pas vous importuner et je vous dis au revoir. Et j'étais très, très contente Mais de oui, participer à merci Fanny. cette expérience. C'était un vrai plaisir d'avoir partagé ce conte Merci avec aussi. toi, Fanny. Ça, c'est fait. En tout cas, Hélène, je te remercie pour Merci. cette traduction du conte Les cils du loup, donc cette histoire de Akiko, qui, je le rappelle, est un conte traditionnel japonais qui nous a été très gentiment interprété par Fanny, qui est conteuse de profession. Et toi, bon, ben, tu nous as apporté, comme à chaque fois, des éclaircissements toujours très judicieux et extrêmement complémentaires. Donc, ça permet à chacun de pouvoir y déceler Tout finalement à ce fait. qui va parler. Son essence, oui. Ouais. Et puis, Va c'est parler garder à à l'esprit l'esprit. que, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que ce conte ne vous aura pas parlé, vous qui êtes de l'autre côté de la vidéo. C'est pas grave, hein, c'est pas Oh, une mais oui. question Ah oui, oui. d'alchimie ou pas, ça veut dire que peut-être un autre conte va vous parler et ainsi vous allez pouvoir observer qu'il est tout à fait possible de déceler les raisons de pourquoi tel conte me parle maintenant. Et Oui, comme on a vu avec Fanny, pendant longtemps, elle a été portée par Akiko et aujourd'hui, elle est appelée sur oui, sur oui. un autre conte, sur une autre histoire. Donc c'est aussi de quelle manière ces textes vont nous parler au-delà de notre mental et au-delà de notre conscience, et c'est ça qui est important. C'est ça, tout à fait. C'est que notre cerveau capte euh, derrière les mots quelque chose qui va résonner avec nos cellules et notre vie, du coup, avec notre clan. Donc ça, c'est le côté magique. Ouais. Petite question de fin, Hélène, avant de finaliser un petit peu cet échange. Et toi, quel est ton conte préféré?
Ah, alors moi j'ai longtemps alors les contes de Perrault, hein, oui, parce que voilà, c'était les basiques. Euh, j'ai pas forcément de conte précis en tête. Voilà, Le Petit Prince, quand même. Voilà, de temps en temps, voilà, je trouve que c'est toujours pertinent. Donc, tu l'ouvres au hasard et tu découvres quelque chose qui va résonner avec ce que tu es en train de vivre. Donc, voilà, je dirais le Petit Prince basiquement, hein, parce que beaucoup sont comme ça, mais c'est vrai que c'est un conte. Euh, D'ailleurs, j'ai le livre qu'on m'avait offert quand j'étais toute gamine, qui m'a suivi de déménagement en déménagement. Il est précieux. Et c'est un conte qui m'avait marqué tout enfant, beaucoup. Et voilà, qui est là à mes côtés. Bien, merci infiniment Et toi? d'avoir Et partagé. toi? Et toi? Et moi, pour rebondir un peu sur ta réflexion, j'aime beaucoup les contes dans leur généralité parce qu'ils sont tous sources Ouais, de, de philosophie, mais également des fois, on va avoir des éclaircissements oui, sur des situations de vécu en fonction de comment on est. oui, Et même des fois un conte que l'on a l'impression de connaître par cœur en fonction de notre état émotionnel, on peut y retrouver oui. autre chose. Pour moi, c'est peut-être un des moins connus, beaucoup moins connu, c'est Le Papillon d'Anderson. Ah oui, d'accord. Ah, On est ok. quand même sur quelque chose de beaucoup plus court, mais qui a une belle poésie qui m'a souvent parlé. D'ailleurs, ça a résonné au fait que ma maman a mis deux L à mon prénom pour que je m'envole plus facilement. Ben voilà. C'était très symbolique. C'est ce que j'ai toujours entendu. Voilà, c'était la symbolique. Donc, le côté papillon m'a toujours plu. Eh oui. Et Ouais, ouais, dans la démarche, tous les contes, en règle générale, ouais. ont leur beauté et leur richesse. Oui. Et ils viennent parler à un moment précis. Mm, Voilà. Et peuvent nous laisser indifférents 2 semaines après. C'est ça qui est ouais, assez étonnant dans ce tout message-là. à fait. Ouais, ouais, ouais. Merci Daniel. Eh bien, Merci. merci infiniment, Hélène. Merci à tous. Merci à Fanny qui nous a quittés. Et vous, quel est votre compte? À très vite. Au revoir.